Ce chapitre vous permettra de faire vos premiers pas dans la création d'un site web interactif. Chaque site web dit interactif est en effet composé de formulaires. Les formulaires permettent à nos visiteurs de saisir du texte, de cocher des cases ou encore de sélectionner des options. Accrochez-vous parce que vous allez devoir apprendre beaucoup de nouvelles balises dans ce chapitre. Pour créer un formulaire, la première balise dont on aura besoin est la balise forme. C'est elle qui délimite le début et la fin du formulaire. Et à l'intérieur de cette balise, on pourra indiquer beaucoup de nouvelles balises qui serviront à construire les éléments de notre formulaire, c'est-à-dire les champs de texte, les cases à cocher, les boutons, etc. Et avant de rentrer dans le détail, il faut qu'on indique quelques attributs à cette balise forme. En fait, il y a deux attributs. Il y a méthode et il y a action, qui sont obligatoires. Le premier attribut, méthode, peut prendre deux valeurs. On peut indiquer une méthode get ou une méthode post. Ça dépend en fait comment vous voulez envoyer votre formulaire, ça dépend aussi de la quantité de données qu'il y aura dans votre formulaire. Avec la méthode get, les éléments du formulaire transiteront par la barre d'adresse, c'est-à-dire par l'URL. En général, moi ce que je recommande, c'est plutôt la méthode post qui convient dans la quasi-totalité des cas, donc c'est celle qu'on utilisera. Ensuite, l'attribut action permet d'indiquer où le formulaire doit rediriger, c'est-à-dire sur quelle page. Et c'est cette page-là qui devra traiter les informations du formulaire et les enregistrer dans une base ou se charger d'envoyer un email avec les éléments du formulaire. Alors la petite subtilité, c'est que on ne peut pas faire de traitement de formulaire en HTML et CSS. Pour faire ça, en fait, il faut utiliser un autre langage, un langage serveur comme le langage PHP. Et comme c'est un peu hors sujet pour ce cours sur HTML, CSS, on ne pourra pas en parler ici. Donc je vous expliquerai simplement comment créer un formulaire. Et ensuite, si vous voulez apprendre à le traiter, je vous inviterai à lire mon cours sur PHP que j'ai écrit. En attendant, donc on va simuler qu'on redirige vers une page qu'on appellera traitement.php. Voilà. Cette page traitement.php, donc on ne verra pas comment la créer dans ce cours, mais si vous lisez mon cours sur PHP, vous pourrez découvrir petit à petit justement comment on fait pour traiter le résultat d'un formulaire. Voilà. Avec ça, on a déjà l'essentiel des éléments du formulaire et on va pouvoir écrire à l'intérieur de la balise forme le contenu de notre formulaire. Voyons voir maintenant comment insérer des zones de saisie dans notre formulaire. On va avoir deux types de zones de saisie, les zones monolignes et les zones multilignes. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, on va rédiger ces premières balises. Première chose à savoir, c'est qu'on est en général supposé les écrire dans des balises de paragraphes, voire des divs, donc c'est ce que je vais faire. Et à l'intérieur de ces balises de paragraphes, je vais insérer mes éléments de formulaire. En particulier, celle qui nous intéresse ici, c'est la balise input, qu'on retrouvera plusieurs fois au cours de ce chapitre, avec l'attribut type égale texte. Et c'est une balise orpheline, donc je la ferme juste après. Déjà, si j'enregistre, je vois une zone de saisie monoligne où je peux écrire ce que je veux. Maintenant, ça suffit pas. Pour qu'on puisse traiter par la suite le formulaire, notamment dans la page traitement.php, il faudra donner un nom à ces balises. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser name et on va indiquer ce qu'on est supposé écrire, par exemple un pseudonyme. Voilà, ça change rien visuellement, mais c'est indispensable pour la page traitement.php. Comme ça, elle récupérera ces informations-là avec des noms. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est d'écrire des libellés. Pour ça, on va faire une balise label, comme ceci, qui aura un attribut fort correspondant au nom du formulaire. Donc par exemple, là, on va dire que c'est pseudo. Voilà. Alors on pourrait penser que le for pseudo s'applique au name pseudo, mais en fait il faut malheureusement dupliquer et utiliser un id ici. Donc je mets deux fois la même chose, ça ressemble effectivement à la même chose. On a name égale pseudo, ça c'est pour que traitement.php puisse s'en servir, et on utilise id égale pseudo, ça c'est pour faire le lien avec le libellé correspondant. Et le libellé va indiquer ce que l'utilisateur est censé rédiger, par exemple votre pseudo. Voilà, j'enregistre. Voilà. Et comme ça, les deux éléments sont reliés entre eux. Et justement, si on clique sur votre pseudo, automatiquement le curseur est placé dans le champ de texte. Voilà pour déjà le début de ces zones de texte monoligne. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin et découvrir de nouveaux attributs pour la balise input. Par exemple, on peut utiliser size, qui va permettre de modifier la taille de l'input. Par exemple, si je mets 25, voilà, il s'agrandit.
si je mets 15, il rétrécit. Ensuite, on peut utiliser maxLength, comme ceci, qui permet d'indiquer le nombre de caractères autorisés. Par exemple, si je mets juste 6 caractères autorisés, j'actualise. Là, je peux écrire que 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères, et si j'essaie de rédiger plus, c'est impossible. En plus de ça, je peux écrire un pseudo, par exemple, Matteo, par défaut. Voilà, avec value égale Matteo, ça aura pour effet de rédiger automatiquement Matteo à l'intérieur du formulaire au moment où on charge la page. À la place de value, si vous voulez, vous pouvez utiliser un nouvel attribut qui est apparu en HTML5, qui s'appelle placeholder, qui permet de donner cette fois une indication de ce que la personne est supposée rédiger. Par exemple, voilà, exemple Matteo, et ça, si vous regardez ce que ça donne, voilà, vous avez une petite indication sur fond gris qui permet de comprendre en fait ce qu'on est supposé rédiger, et quand on commence à taper, ça disparaît automatiquement. Donc voilà pour input type égale texte, ça permet déjà de faire pas mal de choses. Et il faut savoir qu'il existe aussi un autre type d'input, c'est le password, qui permet justement de rédiger des mots de passe. Alors là, je vais tricher un petit peu, je vais copier-coller ma ligne, et je vais juste changer ce qui m'intéresse. For égale pass, votre mot de passe, voilà, j'irai un peu plus vite. Au lieu de type égale texte, je mets type égale password, ça c'est très important. Name, je vais le changer pour pass, ID pareil, voilà. Je rappelle que ça, donc c'est pour le traitement.php, tandis que ID égale pass, c'est pour faire le lien avec le libellé correspondant, c'est-à-dire votre mot de passe. Voilà, je pourrais aussi modifier size, maxLength, etc., mais je vais retirer ça ici, pour rester simple. J'actualise, et là, j'ai un deuxième paragraphe, donc un deuxième champ de formulaire, votre mot de passe, et vous constaterez que si vous tapez du texte ici, il est automatiquement masqué, ce qui est vraiment pratique pour les mots de passe. Enfin, dernier élément que je vais vous montrer maintenant, c'est la zone de saisie multiligne. Alors cette fois, on ne va pas utiliser input, mais on va utiliser textArea. TextArea, qui est une balise qui existe en 2 exemplaires, mais pour l'instant, je ne vais rien mettre d'autre que textArea/textArea, ça suffira, et je vais dire à la personne d'écrire par exemple sa biographie. Voilà. Label for biographie, et je mets ID égale biographie, name égale biographie. Toujours ça, c'est indispensable. J'actualise, et là, on voit une zone de saisie multiligne. Donc là, on peut taper du texte sur plusieurs lignes, on peut même appuyer sur Entrée, voilà, on peut écrire pas mal de choses. Alors vous constaterez que, évidemment, la zone de saisie est un peu petite. Alors, on peut l'agrandir, parce que là, mon navigateur Google Chrome me le permet automatiquement, mais c'est pas le cas de tous les navigateurs. Ce que je vais vous recommander, c'est de l'écrire en CSS, c'est-à-dire vous récupérez l'ID égale biographie ici, vous récupérez dièse biographie, et vous modifiez tout simplement en CSS comme vous savez le faire maintenant, avec width, par exemple, 250 pixels, 8, 200 pixels, vous actualisez, et vous avez automatiquement la zone de texte de la taille que vous avez demandé. Enfin, une dernière petite chose, avec textArea, si on l'écrit en 2 exemplaires, c'est justement parce qu'à l'intérieur de textArea, on peut indiquer la valeur par défaut qu'on veut dans le champ. C'est l'équivalent en fait de l'attribut value qu'on avait vu tout à l'heure pour pseudo. Donc là je mets un texte par défaut. Voilà, j'enregistre, j'actualise et ça a pour effet de mettre un texte par défaut. Alors là vous voyez d'ailleurs un petit point d'interrogation, ça c'est généralement le signe d'un problème d'encodage parce que mon fichier n'a peut-être pas été enregistré en UTF-8. Donc là typiquement ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans encoding, ça c'est dans Notepad++, je vais convertir en UTF-8, voilà, j'enregistre, j'actualise, et ça règle mon problème d'accent. Parce qu'il faut que le metachar7 UTF-8 soit équivalent au type du fichier qu'on voit normalement écrit ici, dans Notepad++. Donc en faisant encoding, convert to UTF-8, ça convertit correctement le fichier avec le bon jeu de caractères. Alors, il faut aussi savoir, pour terminer, qu'on peut faire des sauts de ligne, ici, par exemple comme ça. Voilà, c'est pour ça qu'on le met entre les 2 balises textArea. Et du coup, on voit les sauts de ligne quand on actualise, comme ça. On voit d'ailleurs même les tabulations qu'il y a au début. Donc si je veux les retirer, je serai obligé de retirer ces tabulations qui sont ici. Comme ceci. Et comme ceci. Et là, ça devrait marcher. Voilà. Là, on a un texte par défaut exactement comme on voulait.
En HTML5, on a rajouté beaucoup de nouveaux champs pour les formulaires. Ce sont des champs qui ne sont pas forcément encore reconnus par tous les navigateurs. Donc si vous les testez et que vous ne voyez pas de différence, ne soyez pas étonnés. C'est normal en fait, ça veut dire que le navigateur ne l'a pas encore implémenté. Alors je vais vous présenter une série d'inputs en changeant à chaque fois l'attribut type et on va voir ce que ça donne. Le premier que je vais vous montrer c'est email. Voilà. Donc input type égale email, on va voir déjà ce que ça donne sur mon navigateur ici Google Chrome. Bah écoutez, on voit pas de différence par rapport à un champ comme input type égale texte, comme le pseudo ici. Par contre, il faut savoir que sur certains navigateurs, notamment les navigateurs mobiles, ça aura pour effet d'afficher un clavier de saisie d'email, notamment par exemple sur l'iPhone. Voilà, ça c'est un cas un peu particulier, qui n'est pas forcément reconnu partout. On va voir maintenant URL. Voilà, ça permet de saisir des URL, c'est-à-dire des adresses web. Là, j'actualise. Et pareil, on ne voit aucune différence. Donc, automatiquement, mon navigateur, ici, s'est rabattu sur un input type égale texte. Mais ça fonctionne quand même. C'est déjà l'intérêt, en fait, c'est que le champ apparaît. Mais sur le navigateur qui le reconnaît pas, donc ça fait un input type égale texte. Et si le navigateur le reconnaît, il peut faire du traitement spécifique. Dans le cas présent, par exemple, sur l'iPhone, ça affichera automatiquement un clavier de saisie d'URL. Donc avec le .com, le slash qui s'affiche de façon assez visible. Un autre type de champ, type égale tel, pour la saisie de numéros téléphoniques. Alors, rebelote, encore une fois, sur Chrome, pas beaucoup de différence. Par contre, sur les navigateurs mobiles, notamment sur l'iPhone, ça affiche automatiquement un clavier de saisie numérique. Donc ça a quand même un intérêt de l'utiliser quand vous allez demander la saisie d'un champ de téléphone. Là, les champs qu'on va voir maintenant, ils vont avoir une différence sur Chrome, donc ça devient intéressant. Input type égale number. Alors là, quand vous faites number, ça permet de saisir un nombre. Et automatiquement, vous avez des petites flèches qui permettent de monter et de descendre le champ. Et vous ne pouvez pas valider normalement des caractères. Donc ça, normalement, le navigateur le refuse. Mais après, ce sera à vous de le traiter dans la page PHP pour vérifier qu'il a bien saisi un chiffre et non pas du texte. Voilà. Donc ça, c'est type égale number. On peut définir un minimum. Par exemple, je veux que le minimum soit 5. Et un maximum, par exemple 10. Voilà. Et là, on commence à 5 et on ne peut pas aller plus loin que 10. On peut aussi définir un step, c'est-à-dire un pas. Alors par défaut, on avance de 1 en 1. On peut dire par exemple qu'on veut avancer de 2 en 2. Et dans ce cas-là, on va afficher 5, 7, 9, etc. Voilà pour number. Maintenant, on peut utiliser aussi range. Voilà, range. Là, ça a pour effet d'afficher un curseur de saisie, comme ça. Ça va utiliser aussi min, max et step. Donc là, si je les enlève, parce que là, on va être bloqué sinon entre 5 et 10. Voilà. Là, on a un curseur où on peut bouger entre différentes valeurs. En général, on va mettre par exemple une valeur entre, 0 et 100. Et donc là, voilà, par défaut, il est au centre. Si je mets value égale 20 pour lui mettre une valeur de 20 par défaut, il va se positionner automatiquement au niveau du 20. Et là, je peux bouger entre toutes les valeurs possibles, entre 0 et 100. Autre type de champ qui peut être intéressant, c'est le champ color pour saisir une couleur. Voilà, color, comme ceci. Ici, mon navigateur, en l'occurrence Google Chrome, affiche donc une couleur. Et je peux saisir la couleur que je veux dans mon navigateur. Voilà. Après, on pourra récupérer cette couleur en PHP. On peut aussi utiliser à la place de color, on peut utiliser date, qui permet de saisir une date. Voilà. Et ça, c'est un champ de date. Et donc, automatiquement, je peux faire dérouler ici et indiquer la date que je veux. Ce qui est intéressant, ça, c'est que c'est géré automatiquement par le navigateur. J'ai pas dû utiliser du JavaScript ou des plugins jQuery comme certains le font. C'est compris de base par le navigateur. Donc là, il n'y a pas besoin de rajouter des surcouches, ça marche automatiquement. Enfin, un dernier type de champ que je vais vous montrer, c'est search, qui permet d'effectuer un champ de recherche. Donc là, c'est pas forcément très extraordinaire. On retrouve un input type égale texte, mais par contre, comme les champs de recherche, voilà, on voit apparaître une petite croix pour annuler la recherche et revenir. Et le navigateur comprend que c'est une recherche, donc plus tard, peut-être qu'il fera des traitements spécifiques liés à la recherche, comme par exemple afficher les dernières recherches que vous avez fait récemment.
Si certaines de ces balises de formulaire n'ont aucun effet particulier chez vous, c'est parce que votre navigateur ne les connaît pas encore. Vérifiez déjà si votre navigateur est à jour, et sinon, eh bien, soyez patient, parce que bientôt, l'ensemble des navigateurs devraient connaître ces balises de formulaire. On va découvrir maintenant comment insérer des éléments d'options dans son formulaire. On va voir notamment comment faire des cases à cocher, des zones d'options et des listes déroulantes. Commençons donc par les cases à cocher. Pour créer une case à cocher, on va utiliser notre bonne vieille balise input avec type égale checkbox, comme ceci. Déjà, rien que ça a pour effet de créer une case à cocher, voilà, qu'on peut cocher ou décocher comme ceci. Alors bien sûr, comme vous le savez, il va falloir ajouter un nom, par exemple frites, un ID, on va mettre la même chose, un label, for égale frites, hop, voilà, là on a une case à cocher complète, on actualise, et du coup ce qui est pratique avec le label justement c'est qu'on peut cliquer sur frites et ça a pour effet de cocher la case qui se trouve à côté, comme ceci. Alors bien sûr on peut en faire plusieurs, je vais en faire 2-3 autres, comme ça. Voilà. Et cette fois, on va mettre steak, par exemple. Hop. Et épinard. Et on va demander gentiment cocher les éléments que vous aimez manger. Je suis curieux de voir la réponse. Hop. J'actualise. Voilà. Et du coup, on peut cocher tout ce qu'on veut. Et si on veut être un petit peu vicieux, on peut faire en sorte que l'une des cases soit cochée par défaut. Pour ça, on va rajouter, par exemple, checked, comme ça, un attribut checked sans valeur, parce que c'est pas obligatoire en HTML5 de mettre une valeur aux attributs. Et comme ça, quand on chargera la page, épinard sera coché par défaut. Passons maintenant au bouton radio. La différence avec les cases à cocher, c'est que les boutons radio ne peuvent avoir qu'une seule sélection à la fois. Par exemple, si je vais vous demander votre âge, et je vais vous demander si vous avez 10 ans, 15 ans ou 20 ans, vous pourrez me répondre qu'une seule de ces valeurs. Alors, on va faire ça justement pour voir comment ça fonctionne. Je vais vous demander votre âge et je vais vous demander si vous avez 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Quel est votre âge? Et là, je vais insérer plusieurs boutons radio. On va utiliser encore la balise input, type cette fois égale radio. On va donner un nom, par exemple âge. Value pour le premier, on va l'appeler âge 10 par exemple pour signifier l'âge de 10 ans. Et un ID aussi qui va être le même que la valeur. Âge 10. Comme ceci. Ensuite je crée un label. Et je marque 10 ans. Voilà. Déjà on peut voir ce que ça donne. Voilà. Là on a un bouton radio. Maintenant je vais en créer plusieurs. Je vais en créer pour 15 ans et 20 ans. Voilà. Je mets à jour les ID. Pour cela. Je mets à jour les valeurs. Par contre, je garde le même nom, name, âge, pour chacun de ces éléments. Vous allez comprendre après pourquoi. On y va, j'actualise, voilà. Et maintenant, vous voyez que je peux sélectionner qu'une seule des valeurs. À chaque fois que je clique sur l'un, ça enlève les autres. Alors pourquoi est-ce que j'ai utilisé le même name égale âge ici? Eh bien parce que ça me permet de grouper différents groupes d'éléments radio. Vous allez voir si par exemple je vous redemande votre âge en dessous, je fais un deuxième groupe d'éléments radio, ça va être très très compliqué si je garde le même name. Vous allez voir pourquoi. Je vais changer les ID, juste je vais mettre -2. Juste pour que les ID soient uniques. Mais regardez, là j'ai mis âge, name égale âge pour chacun de ces groupes. Si j'actualise, qu'est-ce qui va se passer? Je vais cliquer là-dessus, et quand je vais cliquer là-dessus, ça va l'enlever ici. Or là ce qu'on veut c'est qu'on ait deux groupes différents, deux boutons radio. Alors pour éviter ça, en fait, il suffit de donner un nom différent à chacun des groupes. Donc par exemple,
Si lui je l'appelle H2, ici on aura un groupe H qui pourra avoir qu'une seule valeur sélectionnée à la fois, et ici on aura un groupe H2 qui pourra là aussi n'avoir qu'une seule valeur sélectionnée à la fois. J'actualise, et vous voyez que là, je peux librement sélectionner des valeurs dans chacun des deux groupes de boutons radio. Maintenant, les listes déroulantes, on va voir qu'on les fait un petit peu différemment, puisque cette fois, on utilise la balise select, comme ceci. On ferme un peu plus loin. Et on lui donne un nom, comme les éléments du formulaire. Donc, name égale pays, par exemple, et aussi un ID. On va le relier avec un label, comme ceci. Dans quel pays habitez-vous? Voilà. Et maintenant, à l'intérieur du select, on va indiquer plusieurs balises options, qui sont les différentes options qu'on peut sélectionner, qui chacune auront une valeur. Donc par exemple, value égale France, on écrit France /option, et je vais en faire 3-4. Je vais mettre Espagne, Maroc, Canada. Voilà, j'actualise, et là on a une liste déroulante. Une liste déroulante donc qui peut prendre comme valeur France, Espagne, Maroc ou Canada, comme ceci. Si on veut que l'une des valeurs soit sélectionnée par défaut, cette fois on utilisera selected. Donc par défaut, si on veut mettre Maroc, je mets selected comme ceci. Voilà, j'actualise, et donc par défaut, quand la page est chargée, c'est Maroc qui est sélectionné. On peut même aller plus loin et regrouper les différentes valeurs possibles avec des opt-groupes, des groupes d'options. C'est un peu plus rarement utilisé. C'est opt-group comme ceci, avec un label qui vaut par exemple Europe, voilà, à l'intérieur duquel on met les zones d'options qui correspondent. Voilà. Et après je peux faire pareil donc avec Amérique, Afrique. J'écris les balises un petit peu dans le désordre, mais ce qui compte c'est le résultat final. Hop, voilà. Et avec ça on a créé 3 groupes dans notre formulaire. Ici, Europe avec France, Espagne, Afrique avec Maroc et Amérique avec Canada. Vous voyez qu'on peut d'ailleurs pas sélectionner les groupes d'options. Ça sert simplement à organiser en fait les différentes valeurs possibles de la liste déroulante. Quand on fait des gros formulaires, c'est en général conseillé de regrouper les différentes zones du formulaire dans des field sets. Pour ça, on va utiliser la balise field set, comme ceci. Par exemple, je vais faire 2 groupes. Un groupe pour ce qu'on aime manger, les goûts culinaires, et un groupe sur les infos un peu plus personnelles, comme ceci. Voilà, ça fait 2 field sets, 2 groupes. Et je mets à l'intérieur une balise legend qui sert à indiquer le titre du groupe. Par exemple, vos goûts culinaires. Et ici, quelques infos sur vous. Voilà, j'actualise. Et là, on a 2 groupes de champs, un groupe vos goûts culinaires et un groupe quelques infos sur vous. Ça n'a pas d'impact particulier sur le formulaire, si ce n'est que ça permet de les présenter en les organisant. Maintenant, au-delà de ça, on peut aussi faire en sorte qu'un champ soit sélectionné par défaut dans le chargement de la page. Dans ce cas-là, on va rajouter un attribut autofocus ici, comme ceci. Et là, vous constaterez que le champ Maroc, là, avec le pays, est sélectionné par défaut. Ça permet de faire en sorte que quand on lance un formulaire, l'utilisateur ait déjà le champ de saisie qui soit sélectionné. En général, on le fera plutôt d'ailleurs sur des zones de texte, monoligne ou multiligne. Maintenant qu'on a bien travaillé, on va rajouter le fameux bouton d'envoi du formulaire. Donc ça, je vais le rajouter à la fin, comme ceci, avec la balise input, encore une fois, cette fois type égale submit. Et on va lui donner une valeur pour indiquer ce qu'on veut écrire sur le formulaire, sur le champ, en l'occurrence, envoyer. Voilà.
J'actualise et on a le bouton envoyer. Et là, comme c'est un bouton submit, ça aura pour effet d'envoyer le formulaire et de vous rediriger vers traitement.php. Et ensuite, ce sera le rôle de la page traitement.php de traiter les résultats des données qui ont été saisies par l'utilisateur et de faire du traitement avec, c'est-à-dire soit vous envoyer un email pour vous prévenir qu'un utilisateur a saisi un formulaire, soit l'enregistrer dans une base de données. Mais comme je vous l'expliquais au début de ce chapitre, c'est quelque chose qui est un petit peu hors sujet parce que le langage PHP est un langage à part que je vous inviterai à découvrir en lisant mon cours sur PHP. Donc là, si je clique sur envoyer, pas de surprise, on a une erreur, une page d'erreur 404 parce que traitement.php n'existe pas. Donc là, c'est à vous maintenant de lire le cours sur PHP pour savoir comment traiter le résultat du formulaire. Je sais, c'est frustrant. Vous venez de créer un beau formulaire et vous n'avez pas les moyens de récupérer ce que vos visiteurs vont saisir dedans. Comme on s'approche de la fin du cours, je peux d'ores et déjà vous dire quel prochain cours vous allez devoir suivre. Vous allez devoir apprendre un langage serveur comme PHP. Grâce à lui, vous pourrez récupérer ce que vos visiteurs vont saisir dans les formulaires.